Donc, on va commencer par se présenter. Donc, moi, je suis Sébastien Lenné, avocat fiscaliste, basé à Nantes. Et donc, mes collègues Christophe et Benoît, je vous laisse vous présenter. Christophe Denis, je suis un collègue de Sébastien et Benoît. Je suis basé à Strasbourg. Et moi, Benoît Galichon, je suis avocat aussi chez Fidal et basé à Rennes. Voilà, donc quelques mots sur le cabinet Fidal. Donc nous sommes le plus grand cabinet d'avocats d'affaires en France, totalement indépendant. Donc nous sommes le capital du cabinet est intégralement détenu par les avocats qui y travaillent. Ça fait bientôt 100 ans qu'on accompagne les entreprises sur tous les aspects juridiques, fiscaux qui peuvent toucher l'entreprise ou le chef d'entreprise. Nous sommes 2300 avocats répartis dans à peu près 90 bureaux sur toute la France. Nous avons la particularité d'être tous spécialisés donc sur un domaine particulier. Donc là, nous sommes tous fiscalistes, mais nous avons des collègues qui sont spécialisés en droit des sociétés, en droit de l'API, voilà, toutes les matières que vous voyez à l'écran. Et donc, nous intervenons fréquemment à plusieurs sur les problématiques des entreprises. Au-delà du droit, on a constitué un écosystème avec des notaires pour toute la partie immobilière, avec June Partners et Adviso sur les sujets de financement, de M&A, ABF sur tout ce qui va concerner les recherches de financement public. Et puis, nous avons Fidal Innovation pour tout ce qui est la gestion des brevets. Et nous avons également une équipe d'ingénieurs brevets pour toutes les questions de crédit d'impôt recherche. Nous avons un organisme de formation et également une fiducie. Donc, on offre vraiment des services au-delà des aspects juridiques et fiscaux. Sur l'international, donc sujet qui vous intéresse, on a rejoint depuis le 1er janvier le réseau WTS, qui est un réseau totalement indépendant qui se veut être l'alternative première au cabinet des BIG. Donc, on est totalement indépendant de relations avec les auditeurs. Et sur le plan juridique, on a constitué également cette année, avec le cabinet allemand Luther, un réseau qui s'appelle Unayer. Je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet. Et c'est Christophe. C'est moi. Oui. Donc, rebonjour à tous. Donc, effectivement, l'idée du webinaire, c'est de faire le point sur les différentes hypothèses d'implantation à l'étranger et de voir un peu les aspects juridiques et fiscaux. Alors, il y a beaucoup d'hypothèses. Dans ce premier slide, on envisage le premier, si vous voulez, les différentes étapes du plus fin finalement au plus lourd plus léger au plus lourd pour une entreprise française qui se lance à l'international ou se lance particulièrement dans un pays à l'international. Donc, il y a tout ce qui est mandataire, distributeur, c'est-à-dire de passer par finalement un représentant local qui va développer les ventes des produits et services de la société française. Ça, on ne va pas l'aborder. Nous, on va aller directement dans les vraies implantations, si j'ose dire, de la structure française, alors soit par l'intermédiaire d'un établissement stable, établissement secondaire, soit par la création d'une filiale, soit aussi, autre hypothèse, par l'hypothèse, un bureau de représentation, pardon, j'ai oublié, ou enfin une joint venture. Donc, en fait, c'est les 4 étapes, ou 4 hypothèses qui peuvent être évolutive. On peut passer, par exemple, d'un établissement stable à une filiale, ou d'un bureau de représentation à un établissement stable. Donc, c'est jamais figé. Mais on va essayer de voir un peu ça de manière progressive, donc depuis le bureau de représentation jusqu'à la joint venture. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont les différentes, effectivement, étapes qu'on essaie d'envisager du plus soft vers le plus lourd, puisque quand une entreprise va se lancer à l'international, ça peut être dans un premier temps, entre guillemets, relativement léger en termes de structure fiscale ou juridique.
Ça peut être de la simple prospection commerciale, ça peut être tout simplement un responsable commercial, un responsable export qui est en charge de développer ou d'essayer de développer un marché sans qu'on soit en tant que structure française présent sur le marché en question. Et si en fait la mayonnaise prend, si j'ose dire, va se poser rapidement la question de la présence de la société française sur place. Et en fait, c'est là qu'il va falloir effectivement se poser un certain nombre de questions pour lesquelles bien, FIDAL du côté français et des cabinets étrangers, d'où l'intérêt de faire partie d'un réseau. Donc, pour la partie aspect local, il faut en fait se faire accompagner. Peut-être qu'on peut passer juste au slide suivant. Donc, effectivement, en termes de règles générales, il faut bien comprendre qu'il y a des règles françaises qu'on connaît, qu'on maîtrise, mais dès lors qu'il s'agit de s'implanter, de se développer à l'international, il va nécessairement y avoir interaction avec des réglementations locales, à la fois fiscales et juridiques. Donc, en fait, c'est, je pense, très difficile, voire impossible pour un conseil français, aussi bon soit-il, de connaître toutes les législations fiscales et juridiques dans les autres pays. Donc, c'est pour ça qu'il faut nécessairement se faire accompagner toujours aussi par un conseil local, parce que, ça, vous l'aurez bien compris, les réglementations peuvent être totalement différentes, même s'il y a des choses qui se ressemblent, même s'il y a des conventions fiscales ou en matière de sécurité sociale, il y a malgré tout toujours aussi du droit local ou des interprétations différentes qui peuvent être faites de conventions fiscales ou conventions juridiques internationales. Donc vraiment important de bien, d'une part, se faire conseiller en France, mais parallèlement dans le pays d'arrivée, et en fait d'avoir des gens qui vont se parler pour éviter tout problème d'interprétation qui serait différente ou qui pourrait générer, par exemple, une double taxation. Donc, nous, quand on est amené à travailler sur un projet d'un client qui veut s'implanter à l'étranger, sur les questions fiscales, par exemple, on va toujours travailler en collaboration avec un conseil local de notre réseau, de façon à avoir vraiment l'analyse des deux côtés et une position harmonieuse. Tu peux peut-être avancer. Sébastien. Donc, le bureau de liaison, finalement, c'est quoi le bureau de liaison? C'est vraiment l'hypothèse la plus soft d'implantation à l'étranger, en tout cas sur le plan fiscal. C'est le fait d'être présent, comme le dit le nom, avec un bureau dans un autre pays, mais en ayant une activité qui fiscalement ne va pas entraîner en principe d'imposition dans le pays local, parce que l'activité de ce bureau est une activité, si vous voulez, essentiellement de collecte d'informations sur le marché, sur est-ce que les produits que propose ou les services que propose la société française sont-ils en adéquation avec ce marché, comment évolue ce marché. Donc ça, et ce bureau de représentation, donc, qui physiquement va apparaître très souvent sur l'équivalent d'un cabis. Là, je prends l'exemple inverse, une société étrangère, si elle a un bureau de liaison en France, il sera immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Pour autant, il n'y aura pas de déclaration fiscale à faire parce que, justement, il n'y a pas une activité commerciale ou industrielle réelle réalisée sur le territoire français. Ben là, pour vous, société française, dans l'autre pays, on peut arriver à un schéma dans lequel vous auriez simplement un bureau de liaison présent, dans lequel donc avec une présence réelle de la société française à l'étranger, mais sans qu'il y ait de conséquences fiscales, parce que l'activité de ce bureau est relativement limitée. Et on voit bien ici qu'il peut y avoir une interprétation. Il y a la question de savoir jusqu'à où je peux aller pour ne pas être fiscalisé, et seul finalement un conseil fiscal local pourra réellement donner la réponse en disant voilà comment l'administration fiscale locale interprète la notion de bureau de représentation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la présence physique la plus light puisqu'elle n'entraîne pas de conséquences fiscales à proprement. Mais encore une fois, il faut vraiment sécuriser. Il ne faut pas se dire ouais, ok, je vais ouvrir demain un bureau de représentation, je ne sais pas moi, à Gap, à Libreville, au Gabon. Et puis, voilà, je ne serai pas fiscalisé. Non, c'est éventuellement envisageable,
mais du coup, il faut quand même qu'un certain nombre de règles soient respectées pour ne pas devenir fiscalisable au Gabon, dans mon exemple. L'étape d'après, qui est effectivement un peu plus lourde, c'est ce que nous on appelle l'établissement stable. Ça, c'est une notion fiscale, mais qu'on retrouve également sous le vocable de succursale, qui est plutôt le terme juridique. Mais en fait, ça recouvre à peu près la même chose. C'est en fait être présent dans un autre pays. Donc, je suis une société française, je suis présent dans un autre pays, par exemple aux Pays-Bas, et simplement, je ne crée pas de société. Donc, je n'ai pas d'entité juridique distincte de la société française. C'est en fait la société française qui a un établissement secondaire. C'est comme, à la limite, un établissement secondaire. Au lieu d'être en France, il est à l'étranger. Un établissement secondaire, c'est vous avez une société qui a son siège à Paris et elle a ouvert un bureau à Marseille sans créer de filiale à Marseille. Le bureau de Marseille est un bureau secondaire, il n'a pas de personnalité morale. Bien là, c'est exactement la même chose, sauf que c'est avec un pays étranger. Par contre, un établissement stable succursale, c'est une entité fiscale qui va avoir une activité commerciale. Donc, ça peut être un établissement stable qui a pour objet de vendre les produits de la société française sur le marché des Pays-Bas, dans mon exemple, ou vendre des services. Mais on a même vu, moi j'ai parmi mes clients le cas, une société américaine qui est implantée en France avec une activité industrielle et qui a fait le choix non pas de créer une filiale, mais d'avoir un établissement stable de la société américaine pour des raisons essentiellement fiscales. Voilà. Mais disons, l'étape par rapport au bureau de liaison, on la voit, c'est je suis beaucoup plus présent en termes d'activité dans l'autre pays. J'ai une activité commerciale de vente de produits, voire une activité de production. Simplement, je n'ai pas si vous voulez, créer une filiale, donc je n'ai pas d'entité juridique séparée. Ce qui peut avoir quand même un inconvénient majeur, c'est surtout en termes de responsabilité, parce que qui dit absence d'entité juridique dans l'autre pays veut dire que ce bureau, plutôt cet établissement que j'ai aux Pays-Bas, s'il y a une problématique de responsabilité, de mise en cause de responsabilité, par exemple, ce risque peut remonter sur la société française, puisqu'en fait, cet établissement n'est qu'une émanation de la société. Hein. Donc ça peut freiner effectivement le choix de passer par un établissement stable plutôt que de créer une filiale. Hein. Après, si j'ai un établissement stable, j'ai des obligations fiscales locales, c'est-à-dire que je vais devoir déterminer localement un résultat fiscal qui sera imposé localement, qui ne sera pas imposé en France. Je vais être soumis en principe à la TVA, aux impôts locaux du pays en question. Enfin, je serai fiscalement considéré comme une société. Sauf que, encore une fois, il n'y a pas d'entité juridique séparée, mais le fiscal est beaucoup plus focalisé sur la réalité des choses. Si j'ai une activité commerciale sur le territoire d'un autre pays, en principe, j'ai un établissement stable et donc je dois y payer des impôts. Mais voilà, il y a souvent, on nous pose souvent la question hein, quand même de savoir, OK, je pars à l'étranger, je veux avoir une activité. Du coup, se pose la première question de savoir, OK, je vais avoir une entité là-bas, mais est-ce que je vais tout de suite sur une filiale ou je passe par un établissement stable? Donc là, il y a des enjeux fiscaux et juridiques qu'il faut étudier selon le pays d'accueil. Je pense que tu peux passer, voilà. Donc, simplement, c'est déjà ce que j'ai un peu dit, hein, pas de personnalité juridique, ça c'est vraiment le point important qu'il faut retenir. Fiscalement, comptablement, ça veut dire quand même que toutes les opérations qui sont réalisées dans l'autre pays, dans les Pays-Bas, dans mon exemple, sont reprises dans la comptabilité de la société française, mais ce n'est que fiscalement qu'on va dire, ben non, attendez, dans le résultat fiscal global de la société, qui comprend les Pays-Bas, ben, je vais retirer, je vais soustraire de ce total la partie fiscalisable, imposable aux Pays-Bas, et je n'impose en France que le reste. Donc, il n'y a jamais de double imposition. Mais d'un point de vue comptable, comme ce n'est pas une entité légale différente, eh bien, j'enregistre toutes les opérations de vente de cette structure se retrouvent dans la comptabilité de la société française. Donc, ça crée aussi un peu de travail au moment
d'établir le résultat fiscal dans chaque pays. Donc, une problématique notamment de prix de transfert qu'on évoquera rapidement après. Donc, encore souvent, je dirais, le choix de l'établissement stable ou de la société peut se faire pour des motivations fiscales. Voilà. Maintenant, moi, je ne sais pas quelle est l'expérience de mes deux collègues là-dessus, mais moi, je vois plus souvent quand même, en finalité, plutôt un choix de filiale que de succursale, même si j'ai des clients qui, pour X raisons plutôt fiscales mais spécifiques, ont fait le choix malgré tout d'avoir des établissements stables dans les autres pays plutôt que des filiales. Mais majoritairement, je dirais que c'est plutôt le choix d'une filiale. Voilà. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire, je pense, sur la succursale, en sachant que ce qui est important, effectivement, dans ce dernier slide, c'est que qui dit succursale, je dis il n'y a pas de filiale, pour autant, il y a des formalités juridiques. Par exemple, une société étrangère qui aurait un établissement stable en France, du coup, va être immatriculée au registre de commerce, va être immatriculée auprès du fisc. Si cet établissement des salariés, c'est, disons, dans 99,99% des hypothèses le cas, elle va aussi être immatriculée à l'URSSAF. Donc, elle va être connue aussi bien du registre du commerce que du fisc, que des autorités de sécurité sociale, en fait, comme s'il s'agissait d'une société, mais encore une fois, ce n'est pas en pratique vraiment, ce n'est pas une entité juridique distincte. L'hypothèse maintenant qu'on va voir, c'est celle où la société française fait le choix de créer une filiale. Merci Christophe. Juste pour rebondir sur ce qui a été dit sur l'établissement stable, ce qui est important pour vous aussi à garder à l'esprit, c'est le sujet de l'établissement stable qui s'ignore. C'est-à-dire que si vous ayez des activités d'une manière ou d'une autre dans des pays étrangers via ou du personnel sur place ou des agents sur place et que vous ne vous rendiez pas compte en fait, que vous avez un établissement stable là-bas et qu'un jour vous receviez un courrier de l'administration fiscale d'un pays qui vous dit bon, vous avez un établissement stable là-bas et merci de me déposer des liasses fiscales, etc. etc. Et ça, c'est des sujets vraiment d'actualité et d'attractivité de chacune des administrations fiscales pour essayer d'imposer le maximum de revenus sur leur territoire. Et l'administration fiscale française a une politique actuelle très offensive pour essayer de démontrer que des entreprises étrangères ont des établissements stables en France et donc elles doivent déposer des déclarations et payer de l'impôt en France. Donc, voilà. Finalement, effectivement, pour clarifier les choses, généralement, quand on arrive à un stade finalement de matérialité du business dans un pays assez important et éviter finalement ce que disait Christophe, c'est cette espèce de dichotomie entre ma situation fiscale où j'ai deux personnes distinctes alors que j'ai qu'une personnalité juridique en cas d'établissement stable, et on préfère créer une filiale. Alors une filiale, c'est simple, hein, là, dans notre hypothèse, on retient celle d'une société mère française qui détient la majorité du capital d'une filiale étrangère, parce qu'on verra après le sujet des joint ventures qui peuvent être constitués avec un partenaire local, donc avec une association au capital de la filiale étrangère. Donc généralement, ce qu'on rencontre le plus souvent, ça va être des filiales qui vont avoir pour objet, là dans la slide, on a parlé de contrats de distribution, donc une filiale de distribution des produits, par exemple, fabriqués par les sociétés mères françaises, mais on peut aussi avoir des filiales de fabrication à l'étranger et qui vont ensuite revendre leurs produits à leur société mère pour la distribution sur divers marchés. Donc, la question, tu peux peut-être passer la slide suivante, Sébastien, merci. Voilà. Alors, pourquoi on va créer une filiale ? Alors, il peut y avoir des situations où on n'a tout simplement pas le choix. C'est-à-dire que pour exercer une activité sur un marché local, la réglementation locale va vous imposer d'avoir une personnalité juridique distincte et que l'exercice de cette activité est impossible, entre guillemets, par une personne morale étrangère, même au travers d'un établissement local. Donc,
Ça peut être une des premières raisons. Il peut y avoir des raisons plus business, hein, c'est-à-dire que ça fait toujours, entre guillemets, plus professionnel vis-à-vis de ses partenaires ou fournisseurs locaux d'agir au travers d'une personne morale locale que finalement d'une société étrangère. Ça peut être vraiment des raisons d'affichage dans ces cas-là. Et donc, voilà, c'est vraiment, il peut y avoir plein de bonnes raisons pour créer une filiale locale. Le choix du véhicule d'investissement français, ça va dépendre un peu de la structuration du groupe, de la taille, de l'objectif des implantations locales. Le vrai sujet qu'on peut avoir, c'est si mon implantation locale a des forts besoins d'investissement, ça va être le financement de cet investissement. Est-ce qu'on a des contraintes particulières en termes d'apport en compte courant, d'augmentation de capital, etc. etc. Et là encore, ce sera des sujets qui devront être vus au regard de la réglementation locale. Alors, une fois qu'on a décidé, entre guillemets, de constituer une filiale, on retrouve un peu les mêmes problématiques qu'en France, hein, finalement. C'est quelle forme je vais constituer pour constituer ma structure localement. Et là, finalement, on retrouve un peu les mêmes questions de responsabilité, à quel niveau est limitée la responsabilité, quel va être finalement le régime fiscal associé à la forme sociale choisie. Et finalement, on retrouve vraiment, voilà, dans la plupart des pays, on retrouve un peu les mêmes concepts qu'en France, hein, voilà, avec les sociétés par action, les sociétés à responsabilité limitée. Et aussi, on retrouve dans beaucoup de pays des structures transparentes fiscalement, c'est-à-dire dotées de la personnalité juridique, mais dont les résultats vont être imposés au niveau des associés. Donc voilà, c'est ces questions-là que vous pouvez connaître en France, aussi au niveau local. Voilà, il y a un sujet sur la gouvernance aussi, ça c'est un vrai point, Sébastien, voilà, l'organisation de la gouvernance. Alors, souvent, une question qu'on se pose, c'est est-ce que je peux nommer la personne morale française, finalement la société mère française, dirigeante, mandataire sociale de sa filiale étrangère. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup en France au sein des groupes, avec une société mère qui vont être présidentes de leur filiale, donc avec un mandat social exercé par une personne morale, même si cette dernière sera toujours représentée par une personne physique. Donc ça, c'est des points à vérifier en fonction de chaque réglementation locale, parce que certaines réglementations, finalement, interdisent la présidence ou la direction d'une filiale, d'une société locale par une personne morale, et encore plus peut-être parfois par une personne morale étrangère. Donc, voilà. Au niveau des dirigeants, on peut avoir aussi des problématiques liées à leur localisation. Certaines réglementations locales peuvent exiger à minima un dirigeant mandataire social qui soit ou de nationalité locale ou résident dans le pays d'implantation, avec certains visas spécifiques, etc., etc. Donc ça, c'est des sujets qui sont vraiment hyper importants au démarrage et qui peuvent être vraiment clés dans la construction du projet, de voir ce qui va être possible de faire en termes de mandat social. Et parce que derrière le mandat social, il y a la question de la responsabilité des dirigeants, personnes morales ou personnes physiques, et des risques liés à cette fonction qui peuvent être plus ou moins importants d'un pays à l'autre. Et dans la slide, on vous cite l'exemple effectivement des punitive damages aux États-Unis, et bien vérifier que si vous, dirigeants français, vous retrouvez mandataire social d'une filiale étrangère, bien être conscient des risques qui sont associés à ça et que vous soyez bien couvert en cas de problème sur ces sujets de responsabilité. Est-ce que tu peux passer? Alors, j'ai perdu je ne vois plus le support, mais si tu peux passer à la slide suivante.
Ça a sauté. Ensuite, une fois que vous allez avoir constitué votre filiale, vous allez bien évidemment avoir des échanges et des flux avec cette société. Alors, vous allez avoir des flux financiers. Ça peut être la souscription, bien évidemment, au capital de cette filiale, des avances en compte courant, des prêts. Vous pouvez avoir également des flux commerciaux, c'est-à-dire des flux de vente de marchandises, des flux de prestations de services, etc., etc., etc. Et donc, en dehors de l'aspect réglementaire de ces différents flux, est-ce que, voilà, notamment sur toutes les questions de financement, comment je peux finalement investir dans mes filiales, il va falloir bien vérifier les impacts fiscaux locaux et les potentiels frottements qu'on peut rencontrer sur les échanges et les flux entre la France et l'étranger. Ça, c'est vraiment un point très important. Donc, c'est toutes les problématiques de retenue à la source qu'on peut rencontrer dans certains pays. En dehors de l'aspect fiscal, vous avez certaines zones géographiques dans le monde où on sait très bien que le rapatriement de devises, de remontée de devises finalement, de cash finalement entre la filiale et une société mère située à l'étranger peut prendre beaucoup de temps. Et ces sujets-là d'anticipation finalement des contraintes réglementaires, de contrôle d'échange, etc., c'est vraiment quelque chose à anticiper pour finalement bien piloter son BP et pas se retrouver avec des problèmes de trésorerie ou de cash bloqué à l'étranger qu'on n'arrive pas à sortir pour des raisons fiscales, réglementaires, etc., etc. Alors, un point important, c'est que finalement, ces contraintes qu'on peut rencontrer, on va surtout les rencontrer sur des implantations hors UE, parce que le cadre communautaire, finalement, en termes de gestion fiscale des flux au sein de l'Union européenne, est assez cadré. Et donc, au sein de l'Union européenne, on a différentes directives qui permettent d'assurer une certaine neutralité des paiements à la fois de dividendes, d'intérêts, de redevances entre sociétés membres du même groupe au sein de l'Union européenne. Donc, pour conclure peut-être sur la filiale, c'est vraiment, comparé à l'établissement stable, la vraie différence, elle est liée à la personnalité juridique qui vous permet à la fois de faire un blocage en termes de responsabilité peut-être au niveau de la filiale, qui permet à la filiale d'avoir la capacité juridique de signer des contrats. Ensuite, peut-être les seuls surcoûts que vous allez avoir par rapport à un établissement stable, c'est effectivement un peu plus de running cost sur le suivi juridique, la comptabilité, la fiscalité, qui peuvent être un peu plus lourds. Mais la pratique fait qu'aujourd'hui, dès qu'on a un niveau d'activité assez important dans un État, on a quand même tendance plutôt à conseiller la constitution d'une filiale plutôt que la conservation ou l'exercice de l'activité sous forme d'établissement stable, parce que ça permet vraiment de clarifier les choses, qu'en termes comptables et fiscaux, les produits et charges soient bien rattachés aux bonnes activités et permettent plus de lisibilité, et puis aussi permettent aussi d'anticiper peut-être la sortie du pays par une cession qui soit plus simple qu'une cession d'actifs, etc., etc. Ok, merci Benoît. Donc j'enchaîne avec la JV. En fait, la JV, on va retrouver un peu les mêmes principes que ce qu'on a vu précédemment sur la filiale, sauf que là, il y a un autre élément, c'est on a un tiers qui est associé. Alors, on a certaines JV qui peuvent être sans constitution d'une société commune, juste résultant d'un accord contractuel, mais le plus souvent, on va formaliser ça au travers d'une société.
Bastien, vous ne voyez plus? Ça saute. Excusez-moi, je reviens. Voilà. Donc, je disais, donc la JV, on va retrouver à peu près les mêmes éléments que sur la filiale en termes de personnalité juridique, en termes de financement, etc. Ce qu'on retrouve, en fait, ou ce qu'on trouve de plus, c'est le fait d'avoir un tiers associé. Alors, ce tiers associé, pourquoi on l'a? Il y a deux cas de figure. C'est soit parce qu'on estime que c'est pertinent de s'associer avec quelqu'un de local qui connaît le marché, qui a ses réseaux, qui permet de développer plus rapidement le business et de partager le risque et le financement du projet. On a aussi certains pays encore où on n'a pas le choix, on doit, pour certaines activités, avoir un local qui est associé. Et dans ce cas-là, généralement, le local n'est pas très actif, mais en revanche, il a le droit à une partie du bénéfice et il permet, entre guillemets, de contrôler l'activité localement. Alors, les points d'attention, quand on est dans une JV et qu'on est notamment minoritaire, sur le plan juridique, c'est quels vont être mes droits, en fait, moi. Mes droits d'information. C'est vrai que ce qu'il faut voir, c'est qu'on est par définition dans un pays étranger avec un partenaire local. On est plus loin du quotidien de la société, donc l'accès à l'information est un élément important. D'autant plus qu'il faut en plus comprendre cette information, d'y avoir accès. Quand on parle d'accès aux documents comptables, si on a des normes comptables qui sont totalement différentes, il faut pouvoir les traduire dans nos référentiels pour pouvoir bien comprendre. Ce sont aussi tous les droits politiques, c'est-à-dire comment on prend les décisions de manière collective. Alors, on peut avoir des règles locales qui s'imposent à nous. On a généralement quand même par les statuts le moyen de faire un peu de sur-mesure et de régler ces choses-là. Et c'est, par définition, comme on est avec un tiers, extrêmement important de gérer tous ces sujets-là. C'est sur quelle décision je peux avoir du blocage, sur quelle décision je peux, le cas échéant, avoir une voix prépondérante. Comment je fais pour agréer un nouvel associé si je veux élargir ou si je veux, moi, restructurer ma chaîne de détention, par exemple. Tous ces sujets-là doivent être pris en compte. Et puis également, bien évidemment, tout ce qui va concerner l'aspect financier, quelle va être ma quote-part de bénéfices là-dedans, quelle politique de bénéfices également on va avoir, est-ce que je distribue, est-ce que je m'en réserve, voilà, c'est important tout ça de se mettre d'accord avec le partenaire. Ce qu'on voit fréquemment en fait dans ces éléments-là, c'est de façon à se préserver finalement vos droits de minoritaire et de pouvoir contrôler les décisions importantes, c'est on inclut une liste, donc ce qu'on appelle les reserved matters, c'est vraiment les sujets sur lesquels il faut l'accord préalable de tous les associés, ou en tout cas un pourcentage du capital qui vous donne cette possibilité de contrôler ça. Alors, on va retrouver généralement tout ce qui va concerner les investissements importants. Hein, c'est une limite ou un seuil d'investissement sur lequel il faut votre accord. Tout ce qui va concerner le recrutement, le licenciement des personnes clés, des dirigeants, la rémunération, tout ce qui va être lié aux éléments extrêmement importants et cruciaux pour la JV. Donc ça, c'est important de le prévoir. Les autres éléments également qui sont importants de voir en cas du fait de la présence d'un tiers, c'est tout ce qui va être la séparation, donc notamment les clauses de retrait ou de rachat forcé ou de cession. Là aussi, hein, on peut avoir soit des mécanismes croisés, soit on se dit, moi j'étais minoritaire, donc on fixe certaines conditions ou certaines circonstances dans lesquelles je vais forcer le partenaire à me racheter mes parts. Ou à l'inverse, je vais forcer le partenaire à me vendre ses parts pour pouvoir récupérer la structure. Qui dit prévoir ces mécanismes-là nécessite de valoriser les titres
au moment de la sortie. Donc, il faut prévoir à l'avance comment on va déterminer cette valorisation. Donc, ça peut être par une formule ou ça peut être par un recours à un expert et qu'il faut prévoir dans ce cas-là quel est cet expert et comment il sera désigné. Voilà. On retrouve généralement aussi des droits d'entraînement de sortie conjointe. Ça, c'est si je veux céder, par exemple, ma structure à un tiers, eh bien, ou si mon partenaire veut céder sa structure à un tiers, on s'engage à vendre ensemble, ou en tout cas, on s'engage à permettre la sortie conjointe de la structure au profit d'un tiers. Et puis, qui dit JV dit comme la mise en commun de certaines choses, et ça peut être notamment sur la propriété intellectuelle, sur les accords commerciaux, etc. Il faut prévoir dans le cas du retrait comment je récupère ce qui m'appartenait et ce qui va devenir du business qui a été créé. Voilà. Tout ça se fait à travers, en partie par les statuts sur la gouvernance, les clauses de droit de retrait, de préemption, etc. Et puis, très important en cas de JV, conclure un pacte d'associés. Voilà, c'est la même. Voilà. Donc, en synthèse sur la JV, donc encore une fois, c'est généralement une société, ça va prendre la forme d'une société locale, mais il y a des cas où ce n'est qu'un accord contractuel qui organise cela. On va retrouver en fait tous les éléments de gestion de la filiale. Je dirais que pour que ça fonctionne bien, l'essentiel, c'est vraiment d'organiser à l'avance toutes les relations entre associés, de façon à limiter au maximum les situations de blocage et prévoir à la fois la sortie heureuse quand tout va bien, mais qu'on souhaite vendre à un tiers, par exemple, ou la sortie malheureuse quand malheureusement ça n'a pas marché et qu'il faut se séparer du partenaire. Voilà. Il faut prévoir tout ça à l'avance. C'est un mécanisme qui est un peu plus long à mettre en œuvre et un peu plus compliqué à mettre en œuvre que la filiale parce que, encore une fois, on n'est pas tout seul à bord. On a un partenaire qui peut être choisi, qui peut être imposé, et puis que dans la personnalité peut évoluer ou les politiques, à la fois de notre politique et puis celle de notre partenaire, peuvent évoluer et diverger au fil du temps. Donc voilà, il faut prendre quelques temps de bien discuter et bien contractualiser toutes ces relations. Benoît. Oui, donc juste en synthèse, les critères de choix, voilà, on les retrouve un peu au travers de tout ce qu'on a dit. Vous m'entendez? Ouais. Donc, les critères de choix, ils sont multiples. C'est vraiment très important de garder en tête tous ces sujets-là. On va avoir à la fois des considérations financières, juridiques, fiscales, sociales, commerciales et humaines. Donc, il ne faut absolument pas prendre cette décision-là, son choix de mode d'implantation uniquement par l'un de ces biais, parce qu'on risque de faire un choix pour des mauvaises raisons ou pour des raisons incomplètes, et on va se rendre compte que finalement, le choix du mode d'implantation qu'on a retenu n'était pas forcément pertinent. Alors, on peut toujours faire évoluer les choses, mais le passage d'un établissement à une filiale ou d'ouverture d'une filiale, alors que finalement, on se rend compte 6 mois après que on ne va pas rester dans le pays pour une raison ou pour une autre. Voilà, on aura engagé des coûts, du temps, etc. etc. Donc, finalement, la réflexion et la prise en compte de tous ces sujets est vraiment un impératif indispensable. Un peu une répétition, mais voilà, pour choisir le bon point de départ. Et donc là, on va juste aborder 2 points particuliers parce qu'on n'a pas du tout parlé pour l'instant des hommes et finalement comment, derrière tout ça, derrière ces structures juridiques ou non, comment on gère finalement les personnes qui vont mettre en œuvre cette activité. Alors oui, je reprends la parole. Donc effectivement, qui dit international dit nécessairement aussi mobilité de salariés ou de dirigeants de l'entreprise, qu'on soit finalement implanté à l'étranger, pas implanté à l'étranger en pure prospection commerciale, qu'on ait un bureau de liaison, qu'on ait une succursale
établissement stable, qu'on ait une filiale ou qu'on ait une JV, finalement, très souvent, il va y avoir des salariés de la société française qui vont partir dans le pays où est installée la filiale, la succursale, le bureau de représentation ou le pays de prospection commerciale pour y passer un temps plus ou moins important. Ça peut aller de la simple mobilité de courte durée en passant par le détachement jusqu'à l'expatriation, les termes qu'on connaît bien. Donc simplement, ce qu'on voulait dire dans ce slide, c'est qu'il y a toujours un focus qui doit être fait pour bien gérer ces problématiques de mobilité internationale qui couvrent à la fois des sujets d'impôt sur le revenu. Si j'ai des personnes qui partent à l'étranger pour une durée plus ou moins importante, mais ça peut être quelques mois simplement, est-ce que du coup, il n'y a pas une obligation en termes d'impôt sur le revenu dans le pays d'arrivée? J'ai évidemment un sujet de sécurité sociale pendant la durée de cette mobilité à l'étranger. Est-ce que je peux maintenir la personne au régime de sécurité sociale française, qu'on espère et un certain nombre d'outils le permettent? Et il y a les sujets d'immigration aussi, dès lors qu'on parle de déplacement en dehors de l'Union européenne, il faut se poser les bonnes questions en termes de permis de travail, de visa. Alors dans certains cas, ça paraît évident, dans d'autres, ça le paraît moins, mais ça peut vraiment créer des problèmes. On a eu le cas récemment d'une société qui vend du matériel dans plusieurs pays, dont les États-Unis, et qui envoie des salariés dans le cadre du SAV pour faire de l'entretien, des réparations, et les envoie en fait dans le cadre d'un visa touristique. Et en fait, on s'est rendu compte, c'est la question qu'on nous a posée, on a validé avec nos correspondants aux États-Unis, qu'il y avait un vrai problème. C'est si jamais ces personnes se font contrôler en train de travailler aux États-Unis avec leur visa touristique, il y a un vrai problème localement avec des conséquences en termes de pénalités très importantes, des risques de pénalités très importants. Donc, ça a un petit focus par rapport à un cas que j'ai eu. Donc, c'est les problèmes de visa ou d'immigration pour des gens qui sont amenés à travailler dans certains pays, même quand on n'est pas dans des cas d'expatriation, détachement, il faut quand même les envisager en amont. Voilà, donc tous ces sujets, il faut toujours les traiter en amont avant le départ des personnes. Il y a des solutions, ce n'est pas nécessairement compliqué, il y a des choses à faire, mais il faut l'anticiper avant le départ des salariés vers les autres pays. Je crois qu'il y a un focus sur les prix. On ne voit plus la présentation, Sébastien. D'accord. Donc, autre enjeu de l'implantation, donc une fois qu'on a ou un établissement ou une filiale ou une JV même à l'étranger, dans la plupart des cas, ça va générer des flux entre les différentes sociétés qu'on a au sein du groupe ou même entre qu'on a une JV avec les sociétés du partenaire. Et donc là se pose la problématique d'inconnu des prix de transfert. Donc ça, c'est le prix auquel on réalise les opérations au sein du groupe qui doivent, d'un point de vue fiscal, refléter des conditions normales, comme si les sociétés traitaient entre elles de manière indépendante. Et on voit bien qu'on a un biais dans la négociation puisqu'on est des deux côtés du manche. Et donc il y a toute une législation et tout un mouvement qui a été initié depuis une quarantaine d'années pour réglementer en fait cette pratique-là et essayer de faire en sorte que les entreprises au maximum se calent sur des relations, on va dire, dites normales. Juste une illustration de l'enjeu, si sur un groupe entre production, distribution et prix de vente au client final, j'ai 100 de coûts de production, 10 de coûts de distribution, je fais un prix de vente de 200, je fais un profit de 90. On voit bien que selon où je place ce profit-là, je vais avoir une incidence fiscale qui va être très différente. Et donc, on a eu un premier mouvement initialement des entreprises à essayer d'optimiser, qui existe encore en partie. Et puis, on a eu le retour de balancier inverse des administrations fiscales qui cherchent à attirer chez elles le maximum de profit.
Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans un mouvement de balancier entre l'intérêt d'entreprise et gérer les risques avec les administrations. Et donc là, c'est vraiment un sujet extrêmement important à traiter. C'est un sujet aussi qui demande une assez forte documentation, alors avec des seuils relativement élevés dans certains cas, mais tout ça pour dire que derrière le principe de je dois régler mes prix de transfert de la bonne façon, je dois aussi me documenter et je dois me préparer à fournir à l'administration et aux administrations, puisqu'on est dans plusieurs juridictions, les renseignements qui concernent le groupe, l'entreprise, les flux et les éléments qui me permettent de justifier que le prix que je pratique est un prix normal. Vous avez là sur la slide les différentes déclarations ou obligations de documentation qui peuvent exister. En France, mais on a l'équivalent dans la plupart des pays. Voilà, je passe rapidement dessus. Simplement, dernier point, au-delà des prix de transfert, quand on parle de flux, on a évidemment tous les sujets retenus à la source, les sujets de TVA, douane, qui doivent être aussi maîtrisés pour aller au bout des choses. Voilà. Benoît, je te laisse terminer. Oui, merci. Juste là-dessus, on a beaucoup parlé de l'imposition mondiale minimum des entreprises au cours des derniers jours, avec des niveaux à 15%, des répartitions effectivement de la charge d'imposition entre les États. Toutes ces discussions qui ont été impulsées par l'OCDE et remis sur le tapis par Joe Biden et le G7, ça vise justement à éviter au maximum cette concurrence fiscale dommageable entre États et finalement, en quelque sorte, lutter contre ces prix de transfert, cette optimisation des prix de transfert. Donc, pour conclure, quel réflexe essentiel on a parlé de beaucoup de choses en très peu de temps, mais ce qu'on voit, c'est que vraiment, il faut toujours aborder ces projets dans la globalité et donc qui est vraiment au sein des entreprises. Alors, en fonction de leur taille, ça peut être une équipe ou une seule personne, mais quelqu'un qui soit vraiment dédié à la prise en charge de tous ces sujets, à la coordination des différents intervenants qui vont pouvoir accompagner l'entreprise d'un point de vue juridique, commercial, financier, etc., sur la constitution de l'activité locale, quelle que soit sa forme. Un petit focus quand même, on en a parlé rapidement, mais sur la sécurité financière, vraiment des points qui peuvent être compliqués dans le process, toute la gestion de la relation bancaire, les formalités bancaires dans certains États, voilà, ça peut être très compliqué, c'est vraiment des sujets à anticiper. La question de mes moyens de paiement, de mes couvertures, c'est vraiment des sujets importants. Les difficultés de sortie des capitaux, on en a parlé, voilà. Je peux rencontrer vraiment des sujets où je peux mettre vraiment beaucoup de temps, voire une impossibilité quelquefois de sortie des capitaux. Le risque de change, bien évidemment, comment est-ce que je le couvre, comment je le couvre, quelle est mon exposition. Voilà, ça c'est aussi des choses à anticiper. Et puis finalement, pour conclure, la protection de l'entreprise dans son ensemble, pour la sécurité des collaborateurs, ça passe bien évidemment. On peut penser à la sécurité physique de ses collaborateurs dans certains pays, mais finalement, qu'ils soient productifs, c'est la sécurité professionnelle, donc la gestion de leurs contrats, qu'ils soient bien focus sur leur activité et qu'ils n'aient pas finalement l'esprit pollué par des problématiques de cotisation retraite, de couverture sociale, etc., etc. La gestion de la donnée et de la propriété intellectuelle, comment l'État ou les États où j'exerce mon activité protègent la propriété intellectuelle, quels sont les risques de contrefaçon anticipés, et la sécurité contractuelle, dès qu'on va agir dans un contexte international, tous les sujets de droit applicable, clauses attributives de juridiction, qu'est-ce qui se passe en cas de manquement, comment je peux aller recouvrer des créances impayées, etc. etc. Donc voilà. C'était très large en 50 minutes, mais l'idée c'était vraiment de
de vous donner les bons réflexes et que finalement vous puissiez, si vous êtes confronté à ce type de projet, qu'il y ait des petites lumières qui s'allument et que vous puissiez vous poser les bonnes questions au bon moment.